Bonjour à tous, merci d'être là. Comment être en adéquation avec nous-mêmes, avec nos propres valeurs et rayonner autour de nous? Comment nous sentir authentiques, croire en soi, s'ouvrir aux autres et prendre sa place? Cette recherche de sens et d'harmonie est véritablement au centre de nos aspirations tant personnelles que professionnelles. Pour réfléchir à ces questions, nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Anne-France Wéry pour notre deuxième Afterwork RH. Anne-France a bénéficié d'une large expérience en entreprise, notamment comme directrice des ressources humaines, comme gestionnaire de carrière pour un cabinet d'outplacement, comme responsable d'une agence d'intérim. Puis, en 1998, elle a fondé sa société de coaching et a développé sa propre batterie d'outils pour fédérer, motiver, renforcer les organisations dans une dynamique positive et porteuse de sens. Alors je suis vraiment heureuse qu'elle nous partage cette expérience et surtout qu'elle nous partage son enthousiasme. Nous allons l'écouter pendant plus ou moins 1 heure et puis après, pendant une demi-heure où voilà, on verra un peu, vous pourrez interagir, poser des questions, faire part de vos réactions éventuelles. Je propose tout de suite de vous souhaiter une conférence inspirante et qu'elle vous permette de gagner encore en harmonie, tant d'un point de vue privé que professionnel. Je ne sais pas mettre mes limites. Je ne sais pas comment je vais gérer enfant, mari, boulot, sport. J'ai dû arrêter le sport. Je me relève d'un burn-out. Je ne sais pas dire non. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai l'impression d'avoir le vertige. Nous sommes en fait, chacun, chacune, nos propres embouteillages. Et je vous remercie d'être là pour faire un voyage en fait. After work, je me dis, je ne vais pas dire que nous allons travailler ensemble, surtout pas. Ce que je vais vous inviter pendant cette petite heure, c'est à faire votre voyage intérieur, à accueillir l'une ou l'autre petite pépite que j'aurai éventuellement dans ma besace à vous témoigner. Donc voilà, je vous remercie d'être là. Et je voudrais juste m'assurer que vous n'êtes pas juste là, mais que vous êtes ici. Donc, laissez passer toutes vos pensées de la première journée ou des 2 premières journées que vous venez de vivre. On va démarrer la 3e ensemble. Et donc, bienvenue ici. Alors, je vous ai accueilli avec une petite sniffette qui goûte plus ou moins fort pour certains, donc usez-la avec modération ou pas. C'est de la bergamote. C'est une huile essentielle qui stimule la joie et la créativité. En fait, avant de vous raconter un petit peu plus en détail mon parcours, pour vous expliquer cette petite sniffette, j'ai eu la grande chance dans toutes les formations que je m'offre au moins 20 jours par an pour me nourrir, parce que je pense qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a vécu sur soi. Et j'ai eu la grande chance de suivre une formation de 2 années en olfactothérapie. En fait, l'odorat est le sens avec le toucher qui stimule le plus nos émotions. Pourquoi? Parce que le bulbe olfactif est juste à côté de notre cerveau émotionnel. Et donc, je peux vous en parler, mais on n'est pas là pour parler d'olfactothérapie, mais d'équilibre de vie. Mais ça a été vraiment un parcours fabuleux pour redonner de la dynamique, refaire circuler les émotions, les stimuler, les apaiser. Et voilà, ça me faisait plaisir de vous accueillir avec cette petite huile de bergamote pour continuer à cultiver joie et créativité. Alors, cette formation, je l'ai suivie au domaine du taillé, en Ardèche, près d'un beau petit village qui s'appelle Privas. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et à Privas, il y a un très très beau marché avec des produits locaux, avec des artisans qui viennent parfois de bien loin pour arriver au marché de Privas. Et au fil des séminaires que j'ai suivis là-bas, j'ai fait la connaissance d'un paysan assez magnifique,
qui, pour venir au marché, apporter ses marchandises et tout ce qu'il avait fabriqué, venait de loin. Et toujours, il prenait 3 ânes. Il y avait, en temps de voyage, en tout cas une journée, une partie de la nuit. Donc c'était long pour lui. Et il chargeait toujours ses ânes au maximum. Sur le chemin, il me raconte que la dernière fois qu'il est arrivé au marché, ça n'a pas été tout simple pour lui. Il me dit, voilà, je suis parti de chez moi avec mes 3 ânes, avec toute la marchandise. Et à un moment donné, nous étions tous fatigués, les ânes et moi-même. Le jour tombait. Et j'ai trouvé un petit endroit où nous abriter. On s'est arrêté. Et j'ai voulu attacher mes ânes. J'ai pris une première corde pour attacher mon premier âne, une deuxième corde pour attacher le deuxième. J'avais pas la 3e corde pour attacher le 3e âne. Et pour moi, quelle affaire, j'étais vraiment épuisée, j'avais besoin de dormir, mais quand même, la crainte que mon âne s'évade était forte. Il était trop tard pour aller trouver le fermier du coin. Et me dit-il, je me suis rappelé que au bout du chemin, il y a un vieil homme qui a souvent de bonnes idées. On l'appelle un peu le sage. Et il se dit, je vais aller le trouver, c'est peut-être ma dernière chance pour être sûr de pouvoir me reposer, reposer les ânes et être apaisé. Et il va chez le vieil homme et lui dit, voilà, je suis très embarrassée parce que je ne peux pas attacher mon 3e âne, j'ai peur qu'il s'évade, je suis épuisée et j'ai besoin de me reposer. Que penses-tu que je pourrais faire? As-tu une corde? Peux-tu me donner quelque chose? Oh non, dit-il, moi, je vis en ermite, vraiment en total dépouillement, une corde, je n'en ai sûrement pas. Mais je vais te donner un conseil. Je te propose de retourner près de ton âne et de faire semblant de lui mettre une corde au cou. Et de surtout aussi bien continuer le geste en faisant semblant de l'attacher là où tu as attaché les 2 premiers. Le paysan me dit, je n'avais que cette chance-là à saisir, donc allons-y. Il retourne près de ses ânes et il commence à faire semblant d'attacher la corde au cou de l'âne et là où les 2 autres ânes étaient attachés. Et enfin, il peut s'assoupir. Le lendemain, à la lueur du jour, il s'éveille. Les 3 ânes étaient toujours là. Super, on va pouvoir poursuivre le voyage pour aller au marché de Privas. Il était temps de pouvoir y aller. Et donc, il enlève la corde du premier âne, la corde du second, et puis il invite le 3e à le suivre. Impossible. Il se dit, mais ça c'est d'être un âne, hein. Quand il est têtu, il n'en veut pas. Donc il retourne chez ce vieil homme. Et il lui dit, écoute, c'est bien ton idée de la corde, bon, mais maintenant, il ne veut plus avancer. Et le vieil homme lui dit, as-tu pensé à lui enlever sa corde? Il n'en a pas. Tu penses qu'il n'en a pas. Lui croit qu'il en a une. Redescend pour lui enlever la corde et refaire ce geste. Alors on peut sourire de cette petite histoire et ne nous moquons pas de cet âne. Parce que si nous sommes là aujourd'hui pour réfléchir sur l'équilibre de vie, je voudrais vous inviter chacun et chacune à peut-être réfléchir quelle corde vous vous mettez régulièrement au cou pour vous sentir débordé, pour ne pas mettre vos limites. Qu'est-ce que vous avez besoin de dénouer à l'intérieur de vous? L'équilibre de vie, c'est un voyage intérieur, ça ne se décrète pas, ça se chemine. Et donc, j'ai le plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet avec lui pour que peut-être nous soyons moins ânes en repartant, en tout cas qu'on soit peut-être libérés de certaines choses. Alors,
comme a dit Anne dans l'introduction, moi j'ai eu beaucoup de plaisir avant de créer mon cabinet il y a 20 ans cette année, de rouler ma bosse dans un tas d'entreprises, mais notamment grâce à mes responsabilités d'une agence d'intérim. C'était pour moi une grande passion, non seulement de mettre du personnel, des personnes au travail, mais surtout de pousser la porte d'un maximum d'organisations. Et de me dire, mais que font les personnes tous les matins en poussant la porte d'une même entreprise pendant 20 ans, 25, 30 ans, voire plus. J'ai visité des productions, des sociétés de services, des organisations, et je me suis rendu compte qu'il y avait deux types d'entreprises. Des entreprises vivantes et d'autres profondément mortelles. Un peu comme quand vous poussez la porte d'un magasin ou la porte d'un restaurant, vous vous rendez très vite compte, tiens, la personne a l'air d'aimer son travail ou elle attend que le temps passe. Et fort de ces 5 années d'expérience dans cette agence et de toutes ces visites que j'ai faites, en fondant mon cabinet, je n'ai pas voulu déposer une expertise bien spécifique en disant je vais donner des séminaires sur la gestion du stress, j'en donne aussi, mais j'ai vraiment voulu avoir une philosophie d'accompagnement. Pourquoi ? Parce que, on va y revenir, mais nous sommes avant tout des personnes, avant de porter toutes nos casquettes. Nous sommes sans frontières. Celui qui se dit très différent au boulot ou à la maison, à un moment donné, l'élastique craque, ça ne tient plus. Et donc la philosophie d'accompagnement que j'ai voulu créer, que j'ai créée il y a 20 ans, je l'ai appelée l'EDO. Alors le feutre, ce sera pour jeter, je pense. Donc, EDO comme hédonisme, performance. Ça veut dire quoi en français? Je ne suis pas une marchande de bonheur, il y en a beaucoup qui sont nés depuis. Moi, ce n'est pas du tout ça que je vais vous décréter, mais je vais vous inviter peut-être à prendre conscience que pour être bien dans notre vie, il faut que notre vie nous fasse du bien. Pour être bien dans notre boulot, il faut que notre boulot nous fasse du bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être dans l'EDO performance, c'est être aligné entre 3 sphères, entre 3 dynamiques que nous allons traverser pendant ce moment que nous passons ensemble. D'abord, être bien, moi avec moi. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble toutes les deux, on s'entend bien, mais parfois, ça peut bouillonner à l'intérieur. Moi avec moi, c'est comment je fabrique ma sérénité, comment je révèle mon potentiel, comment je mets mes limites, comment je gère éventuellement mon stress, comment je peux m'apaiser par rapport à des doutes que je pourrais avoir, comment est-ce que ma petite usine intérieure fonctionne. Ce n'est pas toujours une mince affaire. La deuxième sphère, c'est moi dans mes relations. Comment je fais confiance? Comment je délègue? Comment je gère ou j'évite un conflit? Comment je colore le monde qui m'entoure? Comment est-ce que toute cette énergie relationnelle peut me faire m'affirmer ou bien avoir des difficultés de relations avec les uns, avec les autres, des collègues, des enfants, des amis du sport? Et puis moi, dans mon système, comment je prends ma place, ma juste place, ni trop, ni trop peu. La quête de place peut être une quête de toute une vie. Comment je prends ma place dans ma famille? Comment je prends ma place dans mon équipe? Comment je me sens à ma juste place? Et lorsqu'on est en EDO performance, on est parfaitement aligné, soit avec soi, dans la sérénité, moi dans mes relations parce que tout est harmonieux, et moi dans le système parce que je me sens bien à ma place. Et en fait, ça fait 20 ans que je me balade avec cette philosophie d'accompagnement parce que régulièrement, je rencontre des personnes, des équipes, des organisations qui ont des scolioses,
qui ne sont pas tout à fait bien alignés. Alors, si vous êtes bien aligné aujourd'hui, tant mieux. Posez-vous la question du grâce à quoi. Parce que mettre des mots sur grâce à quoi vous vous sentez dans cette cohérence et cette performance, ben, vous aurez votre recette si vous y mettez des mots et vous pouvez y revenir. Par contre, vous pouvez aussi vous questionner si certains ont des scolioses, de quel type de scoliose il s'agit. Est-ce que je suis complètement stressée à l'intérieur alors que relationnellement, j'ai toujours le sourire? Ou au contraire, est-ce que je vais très bien mais que relationnellement, c'est pas facile? Ou est-ce que je vais bien, relationnellement tout se passe bien mais j'arrive pas à trouver ma place? Où se trouverait éventuellement votre scoliose? Alors, on va visiter chacune des sphères pour essayer d'un petit peu apaiser les scolioses ou cultiver ce qui va bien. Si on entre ici dans la sphère du moi, en fait, je le disais en arrivant, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, il y avait une lumière magnifique. Je me suis laissée bercer à midi, je prenais un petit potage et je me suis laissée bercer par le soleil. Je me dis, mon Dieu, mais c'est magnifique. La nature est bien faite. Elle a des saisons. Eh bien, à l'intérieur de nous, nous avons également nos saisons intérieures. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons choisir dans quelle saison nous avons besoin d'être, parce que qui dit saison dit cycle. Les autres vont revenir. Alors je voudrais déjà vous inviter, pour ceux qui ont, et celles qui ont une petite scoliose plutôt dans la sphère du moi, de bien vous connecter dans quelle saison intérieure vous avez besoin de vous mettre. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Écoutez dans votre équilibre ce qui va être important pour vous. Est-ce qu'à l'intérieur de vous-même, vous avez besoin de vous mettre en hiver? Ça veut dire quoi se mettre en hiver? Ce n'est pas parce que c'est l'automne maintenant que vous n'avez pas besoin, éventuellement, dans votre étape de vie, de vous mettre en hiver. Se mettre en hiver, c'est aller au plus profond de ses racines, aller creuser, aller chercher à l'intérieur de soi nos non négociables. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'enlèvera jamais de vous? Quel est votre ADN? Je vous l'ai dit, on est une seule et même personne avant de porter nos casquettes. Et je pense qu'il est extrêmement important d'être fidèle à soi, dans la manière dont on déploie après nos activités. On peut être très déséquilibré de ne jamais être fidèle à qui nous sommes. C'est un voyage. Encore faut-il savoir exactement qui nous sommes, mais dans votre ADN, moi je peux par exemple dire de moi que je pense qu'on n'enlèvera jamais de moi mon besoin d'enthousiasme, de créativité, de joie. Ça fait profondément partie de moi et du coup, il m'est venu l'idée d'en déployer, notamment dans mes activités professionnelles, le fait de me dire soyons bien dans nos vies quand nos vies nous font du bien. Quelles sont vos valeurs essentielles? L'hiver vous y aidera. Pour ceux et celles qui ont l'impression de vivre à côté d'elles-mêmes, retournez peut-être dans cette saison d'hiver. J'ai accompagné une personne, c'était un atelier sur équilibre de vie pour une entreprise, et elle me dit « Ah bon ? C'est marrant que tu me parles de ça, qu'elle dit, parce qu'en fait, depuis quelques semaines, je ne me reconnaissais plus. Je suis là, emballée dans mes plaids, au coin du feu, alors que je suis quelqu'un d'hyperactif. Mais je lui dis tant mieux, c'est que pour l'instant, tu as besoin d'hiver. Prends ce temps. Peut-être avez-vous besoin d'être en automne. L'automne, c'est la saison du tri. À quoi avez-vous besoin de renoncer? Quel tri avez-vous besoin de faire éventuellement dans vos choix? C'est pas facile de renoncer peut-être pour certains. On dit oui à tout parce qu'on est enthousiaste, et puis on se trouve complètement noyé. Donc, se mettre en automne, c'est faire le tri de ce qu'on fait, le tri de ce qu'on pense peut-être, le tri de ce à quoi on dit oui par principe. Est-ce que c'est de ça dont vous auriez besoin peut-être, de vous mettre en automne? Ou peut-être avez-vous besoin d'être au printemps?
L'hiver est fini pour vous, vous avez retrouvé vos valeurs, votre ADN, vos essentiels. C'est peut-être le moment de semer. Attention que le printemps, c'est une saison dans laquelle souvent on s'engouffre assez facilement en disant mais on va encore prendre tel projet et tel projet et tel projet en main, et puis on embrasse peut-être de trop. Être au printemps, c'est semer de manière juste, sur un périmètre qui va être juste pour vous, parce qu'après, quand on sème, on cultive. Donc, voilà, qu'est-ce que vous avez peut-être besoin de semer? Est-ce que c'est ce printemps-là dont vous avez besoin? Ou alors avez-vous besoin d'être en été? L'été, c'est une superbe saison. C'est pas toujours évident à l'intérieur de soi de se mettre en été. L'été, c'est la saison de l'abondance, la saison du tout est là. Peut-être qu'ici, vous pouvez vous dire, ben pour l'instant, la vie me sourit. Et c'est super. Mais pas plus tard qu'il y a 2 jours, je reçois un appel d'une personne que j'accompagne à mon école de coaching et il me dit, j'ai besoin de t'appeler en fait parce que je suis pris tous les matins d'une angoisse. Je sais pas ce que j'ai, quoi. Il me faut 1 quart d'heure dans mon lit pour respirer, pour me préparer pour ma journée. Je suis pas bien. Et je lui dis, Bernard, je dis peut-être que tu me dis ça parce qu'en fait, je voudrais d'abord te demander comment ça va autour de toi. Et il me dit, ah ben justement, ça n'a jamais été aussi bien. Non, mais la santé de mon épouse va beaucoup mieux. Ma fille a fait une super campagne aux élections et je suis super content pour elle. J'ai plein de boulot, je suis débordée. Enfin, tout va super. Et je lui ai dit juste, écoute, est-ce que ce n'est pas l'été que tu n'es pas prêt à entendre à l'intérieur de toi? Est-ce que ce n'est pas juste ce besoin de pouvoir te dire, non pas au secours, tout va bien, mais que oui, tout va bien. Et être en été, c'est arriver à voir qu'il y a peut-être des choses au bord du chemin qui étaient déjà là et qu'on ne prend plus le temps de voir. Quand j'accompagne des personnes, elles me disent parfois, après 3-4 séances, c'est incroyable. Depuis qu'on se voit, j'ai entendu parler de ceci, j'ai vu cela. Bon, mais pourquoi? Parce que ses yeux se sont ouverts ou ses oreilles se sont ouvertes à d'autres choses. Donc comment est-ce qu'on accueille les synchronicités, les choses qui nous arrivent comme par hasard? C'est ça être en été. Peut-être avez-vous besoin d'ouvrir vos yeux et de regarder qu'est-ce qui est à côté de moi que je ne prends plus le temps de voir. Voilà les 4 saisons. Alors vous êtes peut-être un peu Vivaldi, c'est-à-dire avoir besoin d'un peu des 4, ou bien peut-être de une. Soyez bien conscient à laquelle vous avez besoin aujourd'hui, dans votre étape de vie, de vous connecter, pour pouvoir apaiser ce moi, pour pouvoir le rendre serein. Alors je vais juste vous demander de fermer les yeux. Et de visualiser comment vous fonctionnez depuis la rentrée académique. Quel est votre rythme? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ne faites pas assez? Comment écoutez-vous vos essentiels, votre ADN, cette belle saison de l'hiver? Quel tri êtes-vous prêt à faire dans ce qui vous déborde? Regardez-vous dans toutes vos vies, privées, professionnelles, familiales. Qu'est-ce que vous auriez envie de semer? Qu'est-ce qui est là présent autour de vous, que vous ne prenez plus le temps de regarder, d'apprécier? Nous allons maintenant prendre soin de la deuxième sphère, la sphère de la relation.
Qu'on le veuille ou non, nous sommes des êtres de contact. Nous sommes en contact en permanence avec l'environnement, avec des personnes, avec des objets. On est même parfois bien trop connecté à toute une série de choses. Il y a quelque chose qui m'a frappé il y a quelques mois. J'entendais les statistiques de cette maladie du siècle dont on parle énormément, qui est le burn-out. 85% des burn-out ne sont pas dus à la surcharge de travail, mais sont dus aux mauvaises qualités relationnelles. Ça peut surprendre certains, et moi, malheureusement, ça ne me surprend pas. Ça me donne du travail, mais je me rends compte ô combien, entre collègues, ou même en famille, ou même entre amis, on se connaît peu, on ne se regarde pas, ou mal. J'ai un jour eu un DRH qui m'appelle pour me donner une mission de coaching et il me dit, voilà, je te montre la lettre que cette personne a reçue avant de démarrer l'accompagnement. Et je lis la lettre et il était mis, après 3 avertissements, nous te donnons une dernière chance en prenant un coaching avec Anne-France Wéry. Bon, je suis ni magicienne, je ne m'appelle pas Bouddha, je voulais tout à fait bien aider la personne. Mais à votre avis, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas pris la mission? J'ai posé une question. La question que j'ai posée, c'est quel est le regard que l'équipe est prête à changer sur cette personne? Et le DRH m'a dit, aucun, il est grillé. Donc vous vous rendez compte que par rapport à cette réponse, bien entendu, j'ai accompagné la personne, mais pas du tout pour la laisser au sein de la même équipe. L'équipe n'était plus prête à changer de regard sur la personne. Regardez parfois ce que ça peut donner comme scoliose, les relations. Lorsqu'on va regarder toujours l'autre dans la manière dont il se mouche, dans la manière dont il arrive au bureau, dans la manière dont il parle trop fort, on peut être très vite irrité par toutes ces relations. Alors je voudrais vous livrer quelques petits grilles de lecture pour peut-être apaiser cette dimension relationnelle. Nous avons en fait à notre disposition pour communiquer, et il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, nous avons 4 casquettes qui n'ont rien à voir avec le lien hiérarchique que nous avons peut-être dans les entreprises, pas du tout. Nos 4 casquettes, elles nous servent aussi bien à communiquer avec notre conjoint qu'avec nos enfants, qu'avec nos collègues, qu'avec nos amis. La première casquette, c'est celle de manager. Quand je mets cette casquette en conscience sur ma tête, cette casquette va m'aider à me structurer, va m'aider à mettre un cadre, va m'aider à planifier, à organiser, à trancher. Peut-être que dans vos relations aujourd'hui, c'est une casquette qui serait nécessaire avec certaines personnes, là où vous sentez qu'il n'y a pas de cadre, là où vous sentez qu'il n'y a pas d'organisation, pas de structure. Est-ce que c'est cette casquette-là, éventuellement, que vous auriez à renforcer dans vos relations? Cette casquette, elle fonctionne jusqu'à un certain point. Moi, quand je la mets avec j'ai 3 grands-enfants, des jeunes adultes, quand je dis « range ta chambre », parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Donc, regardez parfois quand vous insistez en donnant des consignes à quelqu'un et qu'il ne vous suit pas, peut-être que cette casquette n'est pas la bonne à porter avec lui. Peut-être en a-t-il besoin. La deuxième casquette, c'est la casquette de mentor. Mettre sa casquette de mentor, c'est transmettre. C'est donner des conseils. C'est parfois très intéressant à mettre pour des personnes, par exemple, qui rejoignent votre équipe. Ce n'est pas facile à mettre cette casquette. Redevenir
consciemment compétent des choses qui nous paraissent évidentes, ce n'est pas une casquette facile. Et pourtant, elle est nécessaire pour quelqu'un qui va venir vous rejoindre dans un projet. Je me suis aventurée à apprendre à conduire un de mes fils. Mon mari a pris la suite. Ce n'est pas facile de redécortiquer ce qu'on maîtrise parfaitement. Et certains dans vos équipes, certains peut-être à la maison en ont besoin. Et de nouveau, cette casquette, elle a ses limites. Parce que quand je dis « j'ai été jeune comme toi », je trouve que tu devrais un petit peu moins guindailler. La période des baptêmes est finie. Nous allons proche du blocus de la Noël. Ce serait peut-être sympa de t'y mettre. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Vous connaissez la définition du pull. Un pull, c'est ce qu'une maman met à son enfant quand elle a froid. On passe notre vie à mettre des pulls aux gens. Est-ce que tu ne trouves pas que tu devrais? Non, mais j'ai pas chaud, moi j'ai envie d'un bonnet. Je n'ai pas envie de pull. Donc, manager et mentor, quand on met ces casquettes sur nos têtes, c'est vrai que nous avons souvent un projet sur l'autre. J'aimerais tant qu'il s'organise. J'aimerais tant qu'il fasse comme moi. Ce serait quand même tellement mieux si enfin il pouvait penser ce que je pense. OK? Alors, ces deux casquettes-là, je vous ai dit, elles sont nécessaires, elles ont leurs limites. Il y en a une troisième que je voudrais vous inviter parfois à porter davantage. C'est la casquette de coach. Alors, c'est un mot très galvaudé. Hein. Aujourd'hui, il en faut pour tout, partout, pour tout. Mais dans mon dictionnaire à moi, mettre la casquette de coach, c'est justement ne pas avoir un projet sur l'autre, c'est d'avoir l'écoute suffisante pour aller chercher l'autre là où il est. Mettre sa casquette de coach, c'est poser des questions ouvertes pour savoir comment la personne se sent, de quoi elle a besoin. Vous mettre à vous votre casquette de coach, c'est aussi peut-être vous questionner vous-même où vous en êtes dans votre équilibre, dans vos étapes. Et donc, c'est une casquette qui a été intéressante pour rééquilibrer un jeune dont les parents me disent « Écoute, on aimerait que tu l'accompagnes parce qu'il est en décrochage total, en décrochage scolaire. Il ne sait plus où il va. » Ben, je dis avec joie, « Qu'avez-vous déjà fait ?» Ben, on a tout fait. On lui a donné des cours particuliers, on lui a demandé de laisser son iPhone en bas, de le structurer, on a fait un planning avec lui, tout. On n'en peut plus. Donc je me dis, ok, la casquette de manager et de mentor, elle a été mise pour essayer d'accompagner ce jeune. Donc moi, je ne vais pas la mettre. Et je le reçois à mon cabinet, et je me dis, je vais mettre donc ma casquette de coach, et je lui pose une question. Qu'est-ce que ça t'apporte de rater? Alors il me regarde un peu étonné. Il me dit, mais en fait, c'est une bonne question. Ça m'arrange, en fait. Parce que le fait de rater et de décrocher à l'école, ben, je suis bien au chaud chez papa-maman. Je ne dois pas faire face au marché de l'emploi. J'ai une trouille bleue de commencer à postuler. En plus de ça, je devrais gagner ma croûte. Je vais devoir sortir du nid. Je vais devoir être autonome. J'ai peur. Une question posée pour aller chercher ce jeune là où il est, non pas où on voudrait qu'il aille, a permis vraiment d'orienter son accompagnement pour lui offrir, en tout cas, un autre équilibre face à cette peur énorme qu'il avait d'arriver sur le marché de l'emploi. La dernière casquette, c'est la casquette de leader. Vous êtes tous, toutes ici, des leaders sur votre chaise. Ce n'est pas quelque chose d'inné qu'on a ou qu'on n'a pas. Juste se connecter à sa casquette de leader, c'est de pouvoir vous questionner en quoi vous vous sentez légitime. Quelle est la confiance que vous pouvez vous offrir à vous-même? On est 7 milliards d'autres. On est donc 7
personne unique et singulière. C'est super. Donc en quoi vous pouvez être juste légitime dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites, dans ce que vous transmettez. Voilà les 4 petites casquettes que je vous invite, dans votre quête d'équilibre relationnel, à porter en conscience. Prenez juste conscience de celle qui est peut-être intéressante à intensifier. Hier, j'accompagnais une équipe, on parlait des casquettes, et une personne me dit, en fait, je viens de prendre conscience de quelque chose. J'ai des grosses difficultés relationnelles pour l'instant avec mon fils, qui est en pleine adolescence, et dont je suis le mauvais père. Ok. Et en fait, comme ça m'a fait mal, je lui propose plein d'activités. Je lui dis, allez, on va se mettre au vélo tous les deux. Ça va être super. Viens, on va prendre un petit moment. Si tu veux, on peut aller se balader. Et chaque fois, il décline. Et il a pris conscience, en fait, qu'avec tout amour et bienveillance, il était en train de mettre des pulls à son fils. Il lui donnait des projets. On va faire du vélo parce que ça nous fera du bien. Et donc, il a pris conscience qu'en rentrant chez lui, il allait peut-être porter une autre casquette qu'il n'avait pas encore pris l'habitude de porter avec lui, qui est celle de coach. Ok, de quoi tu as besoin ? De quoi tu as besoin pour te sentir reconnu ? De quoi tu as besoin pour te sentir aimé ? De quoi tu as besoin pour continuer à grandir ? Faites votre inventaire. Regardez la casquette qui pourrait éventuellement vous apporter plus de structure ou de décision, vous apporter plus de conseils, vous apporter plus d'écoute ou vous apporter plus de confiance en vous. Cette sphère relationnelle, nous avons aussi des difficultés de l'apaiser parfois quand on est en conflit avec l'environnement, avec le monde extérieur, parce que nous nous fabriquons aussi très souvent des peurs. Et en fait, pour pouvoir s'affranchir des peurs, il faut déjà prendre conscience que derrière toutes nos peurs, il s'agit juste d'un besoin non assouvi. Donc quand vous êtes stressé, quand la pression monte, de quoi avez-vous besoin dans vos relations, dans votre manière de pouvoir contacter le monde? Alors il y a un courant de développement personnel que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Gestalt. La Gestalt, elle n'est pas vraiment traduisible en français, c'est en fait la manière dont on prend contact avec le monde. Et ce courant de développement personnel a identifié 5 peurs, 5 angoisses qui nous empêchent d'être de manière fluide en contact avec le monde qui nous entoure. Alors on va les visiter. La première, ça peut être l'angoisse de la solitude. Si ce n'est pas moi qui pense à remplir le frigo, à brancher le lave-vaisselle, à prendre le sac de piscine du petit pour l'école, à dire à ma collègue qu'il faut que le dossier avance, à envoyer un mail à telle personne, je suis seule au monde. Je ne peux compter que sur moi. Sans moi, il n'y a rien qui tourne. Ça peut provoquer des super grands déséquilibres, ce truc, hein, de pouvoir avoir cette espèce d'angoisse de solitude en disant, bien, il n'y a que sur moi que je peux compter. Apprivoiser cette peur, en fait, est un super cadeau. Parce que si j'apprivoise cette peur et que je dis, en fait, qu'est-ce que cette solitude peut bien vouloir dire ? Je vais juste l'apprivoiser en disant, eh bien, qui dit solitude ? Oui, on est tous bien entendu seuls. Pourquoi ? Parce qu'on est unique. Et donc, si j'apprivoise ma solitude pour un petit peu apaiser et me rééquilibrer, je vais me dire, ok, solitude égale singularité. Et puisque je suis singulière, mais c'est super. Ça veut dire que j'ai des limites. Ça veut dire que je ne sais pas tout faire. Ça veut dire que je ne sais pas tout prendre. Ça veut dire que je vais pouvoir laisser une place à l'autre, pouvoir lui offrir le fait de lui demander. Première peur, la solitude. Comment passer de cette solitude à cette singularité ? Comment accepter le fait que oui, je suis une seule et même personne avec ses fragilités et avec ses limites ?
La deuxième angoisse, c'est la finitude, qui peut aussi provoquer des déséquilibres dans ma manière d'être avec l'environnement. La finitude, c'est ce qui donne du boulot aux sociétés de Botox. Je ne vais surtout pas vieillir. Je vais surtout rester ado toute ma vie. Je vais en tout cas surtout bien ne jamais arriver à boucler des boucles. Ça peut donner beaucoup d'angoisse parce que, ne fût-ce que dans la relation au temps, dans notre équilibre, si on a du mal avec cette finitude, votre journée de boulot, elle ne se termine jamais. Tout a un début, tout a une fin. Dans mes accompagnements, j'ai souvent des personnes qui arrivent en fin de vie professionnelle et qui me disent ce serait chouette que tu m'accompagnes parce que voilà, je vais avoir terminé ma vie professionnelle et je ne sais pas très bien où j'en suis. Pour ces personnes, il est souvent extrêmement difficile de boucler la boucle. Mais si je ne la boucle pas, comment voulez-vous que je m'investisse pleinement dans un nouveau projet? Donc, de la finitude, si on l'apprivoise, bouclons nos boucles. Ça nous permettra de nous investir dans autre chose et de pouvoir vraiment avoir un vide fertile pour pouvoir créer des nouveaux projets. La troisième peur, ça peut être la responsabilisation. C'est différent de la solitude. La solitude, c'est je me sens seul, tout seul pour tout faire. La responsabilisation, c'est je me sens responsable de tout. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, nous étions avec des amis pour un week-end de marche. On adore marcher. Et c'est une de nos amies qui avait organisé le week-end. Et malheureusement, alors qu'il a fait vraiment beau tous ces jours-ci, il n'a pas fait beau. Tout le week-end, mon ami s'est excusé du fait qu'il pleuve. Du fait que c'est vraiment dommage et j'en suis désolée d'avoir choisi ces dates-là parce que vraiment, avoir tout ce week-end de marche sous la pluie, mais quel gâchis! C'est ça nos peurs de responsabilisation. Jusqu'où pouvons-nous nous sentir responsables de tout? Alors faisons le tri. Faisons le tri dans ce qui est 100% sous notre contrôle, dans ce qui est dans notre zone d'influence, ou dans ce qui est totalement hors contrôle. Je peux vous dire que dans votre quête d'équilibre, si vous faites déjà le tri, en vous mettant en automne et en triant tout ce qui est hors contrôle, vous allez gagner du temps. Vous allez pouvoir rééquilibrer. Parce qu'on ne peut pas être responsable de l'univers. Ce n'est pas possible. Et inversement, la sphère de responsabilité, parfois, le 100% sous mon contrôle, quand on n'a plus confiance, quand on n'a plus de jus, quand on a peur, on a l'impression parfois d'être réduit à un petit confetti. J'ai eu en coaching une personne qui travaillait dans le monde bancaire et dont les banques fusionnent. Et il me téléphone, il me dit « je suis tétanisée ». Ok. Je suis tétanisée parce que ça fait 18 ans que je suis dans la banque, j'adore ce que je fais, j'adore mes clients, j'adore la région dans laquelle je travaille, j'adore mes activités et je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Et je lui dis, ok, qu'est-ce que tu pourrais faire? Si je le savais, je ne serais pas venue te voir. Et je dis, ok, mais on va en discuter ensemble. Il était dans son schéma réduit à un tout petit confetti. Il avait l'impression qu'il allait devoir tout subir dans cette fusion. Et en discutant, ça peut nous paraître naturel parce que nous, on n'était peut-être pas le nez dans le guidon que lui avait sous les yeux. Mais en fait, il a pris conscience qu'une chose qui était 100% sous son contrôle, c'était de reprendre les manettes pour aller exprimer aux ressources humaines « voilà ce que j'aime, voilà ce que je fais depuis 18 ans, voilà ce que j'aimerais vraiment pouvoir cultiver et garder pour la fusion,
Il a été le dire. Et à votre avis, au moment où la fusion a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a eu 85% de ce qu'il souhaitait, simplement parce qu'il l'a exprimé et parce qu'il a pu reprendre certaines manettes de ce dont il n'avait même plus conscience. Donc, notre sphère de responsabilité, c'est de simplement se dire, ok, restons juste dans le bon dosage de qu'est-ce qui est 100% sous mon contrôle pour me sentir apaisé, pour me sentir en bon équilibre. La quatrième peur, c'est le sens. Je me rends compte aujourd'hui dans la relation au travail qui a beaucoup évolué et ça m'a passionnée puisque depuis ces 20 ans que j'ai mon cabinet, je vois que la relation au travail est profondément différente. Je validais parfois des personnes dans des processus de recrutement il y a des années. Et un des critères de l'entreprise à ce moment-là, c'était de dire si la personne te dit qu'elle n'est pas prête à terminer sa carrière chez nous, tu ne la prends pas. Vous imaginez aujourd'hui avoir ce genre de critères dans les équipes, c'est juste pas possible. Et donc, je me suis rendu compte vraiment que cette relation au travail, elle a profondément évolué. Elle a évolué, alors on peut dire, oui, les jeunes, c'est plus que c'était, enfin bon, voilà. Ils en ont vécu des choses et ils en ont vu. Et aujourd'hui, plus que jamais, on est en quête de sens. Et cette quête de sens, elle est extrêmement importante à nourrir. Mais pas à nourrir en mettant un pull à l'autre, en disant voilà ce qui va faire sens pour toi, en allant chercher l'autre là où il est pour voir mais en quoi ça fait sens de te lever tous les matins, de te mettre debout. Cette quête de sens, elle est extrêmement importante pour pouvoir bien prendre conscience que le sens ne vient pas de l'extérieur pour entrer à l'intérieur, mais bien l'inverse. Quand j'ai des personnes qui viennent me trouver, j'en ai parfois qui me disent « mais en fait c'est marrant, moi on est toujours venu me chercher, j'ai jamais vraiment postulé, ça s'est mis comme ça, avec des opportunités. » Et en fait, ce sont des personnes qui à un moment donné s'asseyent sur le bord du chemin de leur vie et qui en fait se disent « mais ok, pour mon ego ça fait du bien. On est venu me chercher, mais peut-être que j'ai envie de me rechoisir. J'ai envie de faire mes propres choix, les choix qui vont faire sens pour moi. » Donc, cette quête de sens, pour l'apaiser, connectez-y-vous de l'intérieur pour la déployer vers l'extérieur, et pas l'inverse. Et de nouveau, c'est un chemin. On n'a pas la réponse tip-top aujourd'hui en un coup de cuillère à peau, mais voilà, c'est intéressant en tout cas de se poser la question, comment je me connecte à ce qui fait sens pour moi? La dernière peur, c'est l'imperfection. Je peux avoir vraiment des difficultés de me dire que j'ai le droit de faire des erreurs. Alors on n'en a jamais fini. Or, la perfection, c'est mortifère. Parce que tout est mouvement, tout est flux. Et donc, à partir du moment où c'est parfait, ça s'arrête. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à expérimenter, à oser? Et tant pis si vous ferez une erreur. L'erreur, c'est une expérience dont la conclusion ne s'avère pas très positive. C'est très différent qu'une faute. Une faute, c'est une erreur qu'on reproduit alors qu'on savait que ce n'était peut-être pas la bonne chose. Donc voilà, par rapport à cet équilibre relationnel avec notre environnement, de quoi vous avez besoin peut-être de boucler? En quoi vous vous sentez profondément singulier, singulière avec vos limites? En quoi vous êtes prêt à boucler certaines choses, à arrêter certains projets, à boucler une première journée de boulot pour commencer celle de votre vie familiale? Qu'est-ce que vous êtes prêt à prendre juste 100% sous votre contrôle? Pas plus que ça.
Comment vous vous connectez à ce qui fait sens pour vous? Et comment osez-vous juste vous donner le droit à l'erreur pour avancer et avoir un petit peu plus d'audace? Ce sont donc nos 5 peurs qui parfois peuvent nous donner notre scoliose dans notre équilibre. Et en fait, elles sont intéressantes à connecter avec quelqu'un qui peut parfois vachement nous encombrer la vie. On est enfant jusqu'à 40 ans. J'espère toute la vie, évidemment. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, jusqu'à plus ou moins 40 ans, parfois pour toute la vie, nous avons à l'intérieur de nous quelqu'un qui nous a voulu du bien, et d'ailleurs qui nous a bien aidés, qui s'appelle notre ego. Notre ego, c'est notre juge intérieur. Il aide à me mettre sur les pieds le matin, à me donner du courage, de la volonté, de la ténacité. Merci beaucoup. Merci pour ça. Et à un moment donné, notre ego, dans une étape de vie, commence à hurler. Tu vas déménager. Enfin, vous êtes si bien là où vous êtes, c'est quand même ridicule, quoi. Vous êtes en ville, c'est super, il y a des transports en commun. Vous n'allez quand même pas aller habiter à la campagne. Tu vas changer de boulot. Enfin, regarde un petit peu la sécurité que tu as là-bas. C'est ridicule, tu ne vas quand même pas prendre le risque de bouger alors que tu as encore tes enfants en bas âge. Tu vas quitter ton conjoint. Enfin, franchement, la vie de famille, c'est quand même ce que tout le monde espère de manière profondément équilibrée et juste. Ça, c'est quand notre ego commence à se mettre aux manettes pour nous donner toutes ces injonctions, pour commencer à nous dire que notre juge intérieur hurle beaucoup trop fort. Et à un moment donné, cet ego, quand il hurle, notre âme arrive. Et elle dit, je suis là. Moi, j'ai envie de douceur. Moi, j'ai envie de refaire des choix. Oui, moi, je serais contente d'expérimenter le fait d'aller vivre à la campagne. C'est vrai que je ne me souhaitais pas du tout d'avoir des difficultés dans mon couple. Et malheureusement, je dois peut-être m'écouter par rapport à ce que je vis parce que c'est difficile. Oui, peut-être que... Ah ben oui, avoir un nouveau boulot, des nouveaux défis, un nouveau challenge. J'ai envie de m'aventurer. Et alors arrive ce combat entre l'âme et l'ego. Et donc je vous parlais de mon ami Bernard qui n'arrivait pas à se mettre en été parce qu'au secours tout va bien. Eh bien Bernard, je lui ai aussi rappelé le fait de dire, écoute, tu es en train de me dire qu'autour de toi c'est l'été et que c'est peut-être pas facile de t'y connecter à l'intérieur, mais ce serait peut-être intéressant aussi de remettre ton ego dans tes chaussettes. Il crie trop fort. Il est en train de te dire, tu te donnes le droit d'aller bien, toi, et de te sentir équilibré aujourd'hui. Donc voilà, comment est-ce que cet ego, parfois, peut nous piéger? Alors moi, c'est vrai que de temps en temps, il me piège. Et du coup, l'autre jour, je lui ai écrit une lettre. Cher ego, depuis des années, c'est toi qui m'as mise debout, qui me permet de faire face, qui m'aide à rebondir, qui me donne de la force, qui guide mes choix, qui me fait me sentir vivante. Et je te remercie pour cela. Je prends le temps de ces quelques lignes pour te dire qu'aujourd'hui, pour bien vivre mon équilibre, pour retrouver de la fluidité, j'ai besoin de te formuler une demande. Quand tu me dis que je peux tout assumer, s'il te plaît, crie moins fort. Quand tu me dis qu'il ne faut pas pleurer, s'il te plaît, crie moins fort. Quand tu me juges, si je me repose, si je me trompe, si je ne suis pas à la hauteur, s'il te plaît, crie moins fort.
Mon ego. Nous sommes amis, pas ennemis. Aujourd'hui, je souhaite déposer mes masques, mes costumes trop grands, et nous emmener tous les deux à la rencontre du jeu. J'aimerais aujourd'hui te dire que je voudrais laisser une place plus importante à mon âme, plus importante à mon essentiel, à ce qui va me remettre en équilibre. Donc, que vous dit aujourd'hui votre juge intérieur? En quoi crie-t-il trop fort? Dans nos relations, c'est universel, qu'on le veuille ou non, on a tous besoin de deux choses fondamentales, l'amour et la reconnaissance. Ceux qui disent « non, non, mais tu sais, moi, j'assume, hein, tout va bien, mon œil ». Qui d'entre nous aujourd'hui a envie d'être juste toléré? Pour moi, la tolérance est une chouette valeur. Mais quand on vous la pose à l'inverse en disant « je te tolère dans mon équipe », merci. Donc cet amour et cette reconnaissance, on en a profondément besoin dans nos relations au travail. Et en fait, notre ego, aux manettes, dans nos relations, puisque c'est un juge intérieur qui sait énormément de choses, il lui arrive de nous enfermer dans une zone de confort qui en fait n'est pas du tout confortable. Mais la zone de confort de l'ego, c'est surtout garde bien ce que tu connais, garde bien tes stratégies tant que ça fonctionne. Et du coup, un autre courant de développement personnel qui s'appelle l'analyse transactionnelle a mis en évidence que nous avions à l'intérieur de nous des stratégies parfaitement rodées pour que dans la manière dont on va se mettre en transaction, en relation avec le monde extérieur, en employant une de ces stratégies-là, ça marche à tous les coups, on m'aime, on me reconnaît. Waouh! Alors là, l'ego, il adore. La première petite voix dans notre famille, on peut tout assumer. On se relève toujours. On ne peut pas pleurer, ça ne sert à rien. Allez, t'es un grand garçon, debout. Waouh, mais c'est incroyable, hein, cette personne-là, mais tu peux vraiment tout lui confier. Il assume, mais un maximum. Ok? Donc mon ego, il a compris depuis le début qu'une des premières petites voix qui hurle beaucoup trop fort maintenant, mais dès que je suis fort, on m'aime, on me reconnaît. Regardez ce que cette petite voix-là peut faire hurler parfois dans votre manque d'équilibre. En quoi votre soi fort peut prendre toute la place. Tu peux lui demander tout ce que tu veux, depuis qu'elle est toute petite. Ses cahiers sont parfaitement impeccables. D'ailleurs, toutes ses copines lui demandent ses notes. Et puis, il n'y a jamais un petit cheveu qui dépasse. Hein. Elle est toujours là, toute coquette, magnifique. Enfin, voilà. Et va voir dans sa chambre. Ses petits jeux sont rangés, c'est Lego, tout est trié. Waouh, elle est vraiment formidable. Et d'ailleurs, tu peux lui demander maintenant au boulot. Tout ce qu'elle fera est d'une qualité, mais incroyable. Super. Moi donc, dès que je suis parfaite, on m'aime, on me reconnaît. Elle est d'une générosité avec ses frères et sœurs. C'est toujours elle qui se met en retrait. C'est toujours lui qui va dire mais non, non, mais vas-y, mais prends mes jeux, il n'y a pas de problème. Enfin, toujours à dire oui à tout. Quand c'est pas une grand-mère qu'il faut aller rendre visite, c'est une amie à aller aider à déménager. Et puis c'est ça. Ok. Dès que je fais plaisir, on m'aime et on me reconnaît. Ok. Et puis, incroyable, hein, cette personne-là, mais elle a un esprit de synthèse. Elle fait en 10 minutes ce qui me prend 2 heures. Elle va toujours à une vitesse, mais c'est incroyable. Et tu devrais voir, pendant toute la journée, elle court toujours. Et c'est vraiment, elle s'assied quand elle se couche, en fait. Elle est exceptionnelle. Ok. Donc, dès que je fais vite, on m'aime et on me reconnaît. Ok.
La dernière fois, et à chaque fois qu'elle nous dit en dernière minute de venir dîner à la maison, elle nous dit toujours que ce sera un spaghetti ou une tartine, et chaque fois qu'on y va, c'est entrée, plat, dessert, pause café, enfin bon, c'est incroyable. Elle met toujours tous les moyens. Oui. Donc, dès que je fais des efforts, on m'aime et on me reconnaît. Alors l'ego, il adore. Il adore parce qu'il a 5 stratégies parfaitement rodées qui vont lui permettre de s'assurer de nourrir ce qui est fondamental pour nous à l'intérieur, notre besoin d'amour et notre besoin de reconnaissance. Ces 5 petites voix, elles sont régulièrement utilisées par la clinique du stress pour les personnes qui se sentent dans le rouge. Il y a des petits questionnaires, bon, si ça vous intéresse, je peux... Mais il y a des petits questionnaires qui ont lieu juste pour faire un diagnostic de ces 5 petites voix, parce qu'on a des cocktails de petites voix. Hein. Imaginez-vous un soi fort avec un fait plaisir et un fait vite. C'est sympathique dans notre équilibre. Hein. Donc voilà. Et donc, on voit à combien parfois ces petites voix peuvent crier d'une manière tellement forte qu'on peut être complètement à bout de souffle, complètement déséquilibré dans nos relations. Donc, pour apaiser le soi fort, donnons-nous la permission de temps en temps de montrer nos émotions, de montrer nos fragilités. Pour apaiser le fait plaisir, pensons de temps en temps un petit peu plus à nous. Pour apaiser le soi parfait, acceptons nos erreurs. Pour apaiser le dépêche-toi, dépêchons-nous lentement. Pour apaiser le fait des efforts, acceptons la simplicité. Qu'est-ce qui est déséquilibrant parfois dans ces petites voix qui hurlent pour vous au niveau relationnel? Alors je vais de nouveau vous inviter à fermer les yeux pour boucler cette deuxième sphère, la sphère de nos relations. Connectez-vous au monde qui vous entoure. Professionnel, privé, qui voyez-vous? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous êtes plutôt seul? Quelle casquette auriez-vous besoin de porter davantage? Quelle peur auriez-vous besoin d'apaiser pour ne pas vous sentir seul? Pour boucler certaines choses? Pour accepter qu'on est dans le flux de la vie? Pour reprendre certaines manettes dans votre zone de responsabilité? Pour vous connecter à votre essentiel dans vos rencontres, dans ce qui fait sens pour vous. Quelles sont les petites voix qui hurlent? Un soi fort? Un fait plaisir? Votre soi parfait? Votre dépêche-toi? Votre fait des efforts? Comment colorez-vous le monde qui vous entoure pour retrouver cette confiance dans les personnes qui vous sont proches, à qui vous pouvez pleinement faire confiance pour être en équilibre? Enfin, nous allons nous connecter à la troisième sphère, la sphère du système. Pour prendre votre juste place, celle qui est la vôtre. Comment vous y prenez-vous? Et je voudrais juste, par rapport à cette quête de place, vous rappeler de ne jamais oublier qu'à l'intérieur de nous,
pour prendre notre juste place. Il y a des capacités qui ne vieilliront jamais. Notre capacité de transmettre, notre capacité d'apprendre, notre capacité de savourer, notre capacité de créer et notre capacité d'aimer. Je vous souhaite de l'édo-performance pour les semaines et les mois que vous allez continuer et les années que vous allez continuer à traverser. Bon chemin sur votre équilibre de vie.